excellence. Vivez l'Horeca Talk. Bonjour, bienvenue dans Horeca Talk. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui on accueille Caroline avec nous, qui a une grande expérience dans l'Horeca à travers plusieurs concepts, le stamp aujourd'hui chez Musette, Super Musette, et je pense qu'il y avait aussi d'autres concepts. Raconte-nous un peu de ton parcours, pourquoi tu as choisi l'Horeca. Pourquoi pas choisir un autre métier que celui de l'Horeca. J'ai eu un autre métier. Ah oui. J'ai travaillé, en fait, au départ, j'étais pas du tout destinée à faire de l'Horeca, même si c'était un rêve de petite fille. Ok. Petite fille, en fait, quand j'étais enfant, mon oncle avait une auberge qui se trouvait dans les Ardennes, et j'adorais aller là avec ma mère, et je jouais à la patronne de restaurant. J'adorais ça. À la serveuse ou plus oui, à la... serveuse, cuisine, tout. Je faisais tout. La découverte. Oui, la découverte du métier de A à Z. J'adorais ça et j'adorais faire des glaces brésiliennes. Je me souviens, c'était la grande mode. Moi, j'aime bien la glace brésilienne aussi. Oui, c'était l'époque où on mettait plein de caramel et tout. J'adorais faire ça. Et donc, ça, c'était un rêve de gamine. Mais après, j'ai grandi. Et je ne me suis pas du tout destinée à ça. J'ai travaillé à l'opéra pendant 8 ans j'étais maquilleuse de plateau. D'accord. Donc j'ai travaillé à l'opéra pendant 8 ans. Si on a besoin d'une maquilleuse, du coup, on t'appelle. Oui. Okay. Et puis 20 ans plus dans le cinéma, donc plus dans les longs métrages et tout ça. Et puis après, un jour, mon frère, qui s'appelle Olivier, m'a appelé parce qu'il venait d'ouvrir un bar qui s'appelle le Stam, pas le Stamp, mais le Stam AXL. Et il avait ouvert aussi des chambres d'autres. Enfin, il avait ouvert un B&B qui se trouvait en face. Et donc, en plein cœur de XL, Saint-Boniface, pour ceux qui ne connaissent pas. Saint-Boniface Matanguay. Ok, d'accord. Ouais, donc, on est vraiment dans le centre de XL. Tout mignon en plus. J'y allais souvent à l'époque. J'allais souvent là-bas. C'était justement, on parle de l'époque. On était en quelle année à ce moment-là ? Alors, moi j'ai commencé en 2013, je crois. 2013. Donc c'est pas si vieux que ça non plus. Non, ça fait quand même une dizaine d'années. Ça fait 11 ans, ouais. Le temps passe, Sandro, le temps passe. Oui, clairement. Du coup, tu pars à l'aventure avec du coup ton frère. Oui. Mais du coup, il te demande, il a besoin de toi pour quelle mission exactement ? Mais il m'a tout de suite... Mis dans le bain de la gestion globale de tout. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment pas juste j'ai besoin de toi pour faire le service. Non, c'est vraiment global. De tout gérer. Bon, j'avais l'habitude de gérer des équipes dans le cinéma puisque je travaillais comme maquilleuse et on travaille quand même énormément en équipe et j'avais des équipes de maquilleuses qui travaillaient avec moi. Donc j'avais l'habitude de quand même gérer des équipes. De planifier les choses, de gérer des stocks, faire des plans de travail. Tu n'étais pas totalement perdu finalement par rapport au type de tâches. Oui, en fin de compte, c'est assez similaire. Mm-hmm. Je ne gérais pas des budgets financiers parce que ça, c'était pas du tout On va en parler tout à l'heure. Mais gestion d'équipe, ce qui est quand même essentiel dans l'Horeca. Et en même temps, j'avais envie de découvrir un nouveau métier. Donc, le but, c'était justement d'apprendre et de changer de vie. Enfin. Apprentissage sur le tas, alors, du coup. Oui. OK. Ouais. Le Stam, c'était juste de la boisson, il y avait de la nourriture, apéro, une vraie cuisine, ou plus une partie de tapas. Oui, en fait, c'était vraiment ce qu'on appelle les néo-cantines ou je sais pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment c'était dans les premiers bars où on proposait à la fois boisson, mais aussi de quoi manger. Okay. C'était l'endroit parfait à apéro. Ouais. Okay, parce que le problème souvent, c'était que où il y avait des bars ou des restaurants. Il y avait peu de bars qui proposaient les deux. Et nous, on se retrouvait quand on n'ouvrait pas de cuisine, le problème, c'est que les gens partaient de 8h jusqu'à 10h30 et puis revenaient seulement. Donc, il fallait vraiment proposer à manger. Donc, on a commencé à proposer des burgers et des
choses comme ça. Il n'y avait pas toutes les chaînes de burgers qu'il y a maintenant. Oui, tout à fait. Oui. C'est une chouette aventure. Et du coup, alors aujourd'hui, je pense que le STAM n'est plus aujourd'hui d'actualité. Non. Il y a un nouveau concept que tu as, je pense, du coup lancé seul, si je dis pas de bêtises, qui est chez Musette. Chez Musette. C'est en quelle année et le pourquoi du revirement de situation entre le STAM et chez Musette? Alors, le STAM, c'est... en fait, j'ai fait les deux en même temps. Ok. Et j'ai eu un autre établissement qui s'appelait le Soho aussi. Le Soho, ok, c'était où? Qui se trouvait là carrément dans le Matangué, dans la rue Longueville, ce qu'on appelle le couloir de la mort. C'est-à-dire... N'exagérons rien. Mais ça s'appelait comme ça. Oui, je sais. avant. J'habitais juste derrière. J'habitais chaussée de Wavre, à côté, enfin au-dessus de la boucherie. Donc je vois très bien. Oui. Là, voilà. Mais disons que ça me fait toujours rire cette terminologie. Oui. Mais c'est parce qu'il y a eu des. Il y a eu des petites situations. Mais alors il y a eu. C'est un quartier qui est en train de muter en permanence parce qu'en fait, il y a des périodes où ça va super bien, puis après, c'est la catastrophe, puis c'est le délire. Et donc, c'est des quartiers qui bougent énormément, qui ne restent pas... qui ont des identités très fortes, mais à la fois très mouvantes. Et donc, en fait, ça se situe entre la chaussée de Wavre et la rue de la Paix. C'est une petite rue piétonne qui a un énorme potentiel, mais qui est difficile à exploiter. Et le concept, c'était du coup Là, c'était bar et cantine plutôt africaine. En fait, on vendait, parce que mes associés étaient à la fois un Sénégalais et l'autre Ivoirien. Okay. Et donc, on faisait de la cuisine Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est vraiment uniquement sur ce concept-là où tu étais associé avec deux personnes. Oui. Le STAM, tu étais associé avec ton frère? Non. Je l'avais aussi avec un des partenaires qui s'appelle Souleymane, qui est ivoirien. Et donc là, on était à deux sur le STAM. Okay. Et donc, moi, je me suis assez vite retirée du projet du Soho. Okay. Mais donc, j'avais le STAM qui continuait jusqu'à la période du Covid. Et juste avant le Covid, j'avais déjà ouvert chez Musette. En fait, j'ai ouvert chez Musette 7 mois avant. Oui, j'allais dire c'était un peu avant. 7 mois. Qu'on s'est rencontrés, justement. Ça faisait quelques mois que c'était ouvert. Et vraiment... qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'ouvrir chez Musette? Et surtout, ce changement, cette différence de type d'établissement, qu'est-ce qui est arrivé dans ton esprit pour te dire, OK, j'ai une idée, j'ai envie d'aller vers ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Eh bien, donc j'étais associée au STAM. Mon frère était propriétaire de l'immeuble. Et du coup, en fait, je me sentais un peu coincée. J'avais envie de réaliser un projet qui me soit vraiment propre. Parce qu'au STAM, il y avait quand même l'identité de mon frère qui était encore très prégnante dans les lieux. Et j'avais envie de réaliser mon projet. Avec tous les dangers que ça peut... ça reste un business. Ça apporte, mais à la fois cette liberté de pouvoir faire ses propres choix et d'imposer son identité. Donc ça, c'était vraiment ta valeur et ton envie d'avoir ton propre concept et, entre guillemets, comme tu dis, de ne pas devoir demander à Pierre, Paul ou Jacques validation. Mais en même temps, ça te permet aussi de faire des erreurs. Oui. Et donc, du coup, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et en équipe, parfois, on est un peu plus aussi esprit d'équipe. Et du coup, parfois, on avance un peu plus vite aussi. On va plus loin ensemble. Oui. Est-ce que tu n'as pas ressenti un peu ce moment aussi de doute, de crainte seule? Oui. Pas au début, parce que, à vrai dire, en fait... Quand tu dis début, parce qu'au final, tu as ouvert avant Covid. Et au moment où le Covid est arrivé, je pense qu'il y a eu pas mal de remises en question. Effectivement, mais au départ de l'aventure chez Musette, c'est le hasard. Je rentrais... je faisais la route régulièrement, je
régulièrement devant un établissement qui est complètement vide, qui fait un coin, qui offre plein de potentiel. Chez Musette se situe où ? En face du parc Montjoie, donc au croisement Montjoie et rue Édith Cavell. Donc c'est tout près du rond-point. De Uccle, c'est ça ? On est du côté de Uccle ? Oui, okay, oui, à Uccle. Donc on est tout près du rond-point Churchill. D'accord. Et donc je passe devant cet établissement, mais j'y suis passée pendant 3 ou 4 mois, sans vraiment faire tilt. Et je voyais en même temps, je voyais tout le temps ce truc vide et je me suis dit, mais c'est stupide. Surtout, il faut préciser quand même qu'il y a l'établissement, mais il y a une belle terrasse aussi. Oui, il y a une magnifique terrasse. C'est assez sympa. C'est très beau comme endroit. C'était un endroit qui s'appelait Loi Unique et qui a super fort fonctionné dans les années 80. Oui, et pendant même une quarantaine d'années, puisque ça a fonctionné des années 70, 80, 90, 2010, et puis après, ça a été un peu plus... Et donc, cet établissement n'avait plus vraiment bonne réputation. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas du tout l'histoire de l'endroit. Est-ce que du coup, ça t'a fait défaut, cette, entre guillemets, peut-être mauvaise réputation, bonne réputation par rapport à l'établissement ? Parce que parfois, quand on reprend un lieu, alors je pense que tu as changé du coup le concept. Ah oui, complètement. Voilà. Ouais. Mais est-ce que du coup, non. Parfois, il y a certains qui disent, c'est peut-être le même patron, mais qui change complètement de concept Non, mais parfois on dit, oui, il y a des coins maudits. Ouais. C'est en Eureka. Il y en a des comme ça. On parle beaucoup du bon emplacement dans mais Eureka. moi, je ne crois pas. Non ? Moi, je ne crois pas au coin maudit. Je crois que c'est une question de... Bon, j'ai horreur de ce nom, concept. Parce que je trouve qu'on dit vite, oui, il faut avoir son concept, comme s'il fallait absolument avoir un concept. Non, il faut avoir des idées, y mettre son identité. Il y a plein de paramètres. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot concept, parce que forcément, moi, par exemple, dans mon imaginaire à moi, un concept, c'est ce que tu dis. Oui. C'est le fait d'avoir ses idées, ses valeurs, son identité, c'est avoir quelque chose qui a du sens en fait. Oui, mais souvent en termes marketing, ça veut dire avoir un concept, c'est d'avoir une idée bien calée, bien précise. Oui, on ne parle pas de uniproduit. Voilà, tu vois, on est dans autre chose. Voilà. Donc, mais je crois qu'à partir du moment où on donne vie à un endroit et que ça rejoint les attentes d'un quartier. C'est ça. Parce que ça, c'est le plus important, finalement. C'est ça qui est essentiel. Aller venir mettre un bar à chicha dans ce quartier, ça n'a aucun sens. Par contre, installer un bar à chicha dans un quartier qui est peut-être plus... Oui, où il y a une vraie demande, mais ça a tout son sens. Tu vois, moi, j'ai aucun jugement par rapport à des... C'est comme une chaîne de burgers. Voilà. Je veux dire, on ne peut pas mettre une grande... Bon, je ne vais pas citer de nom, mais une grande chaîne de burgers internationale, on ne va pas aller le mettre dans un résidentiel, ça tu n'a vois, pas de sens. voilà. Mais donc il faut rejoindre et ça va parfois plus finement que simplement, oui, des décalages aussi forts que ceux-là, mais voilà, des pizzerias, il y en a déjà 10 dans la rue, une de plus, ça n'avait pas de sens. Il y avait vraiment besoin d'un petit bistrot, un bistrot de quartier populaire. Ok. Et est-ce que c'est ça que tu as ouvert ? Parce que entre ce que je veux faire et ce que je fais réellement... Et c'est ça que j'ai fait. Mais même si, j'apporte beaucoup d'attention à la déco, j'adore ça, donc, mais c'est tous des objets chinés, c'est que de la récup. Il y a un côté très à la maison. Oui, voilà. Il y a un côté très à la maison dans la décoration. Mais est-ce que du coup... Mais il n'y a rien de luxueux, pardon. Il n'y a rien de luxueux, il y a rien de... Il y a une identité forte, parce que c'est vrai que c'est moi, c'est tous des petits objets à gauche, chinés à gauche, à droite. C'est populaire dans le sens où j'ai rien qui est vraiment excessivement cher, même si je suis obligée, ça on en parlera certainement plus tard, mais au niveau des prix, j'essaye de rester dans un ratio qui est acceptable, tu vois, et qui permette à chacun de vivre, à la fois les gens avec qui je travaille, et qui permettent aussi à des clients de venir encore. Tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, chez Musette, c'est le concept de Caroline, est-ce que chez Musette tourne sans Caroline ? Non. Voilà. Est-ce que Qu'est-ce que Caroline fait chez Musette ? C'est ça.
Alors, Caroline, elle fait plein de choses, mais je vais revenir à la première question. Est-ce que Musette peut fonctionner seule ? Non. Mais Musette, c'est toute une équipe, et quand même une grosse équipe malgré tout. Donc, ça va des cuisiniers, il y a des gens qui travaillent pour le bar, il y a une équipe de nettoyage, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'admin, il y a moi. Mais quand je dis que chez Musette peut tourner sans Caroline, est-ce que chez Musette peut commencer à s'étendre dans plusieurs communes ou alors c'est vraiment un concept où les gens viennent d'une part pour le concept, mais d'une autre part aussi pour Caroline et son équipe, pour être, comme Marie le disait, être à la maison au final. Et oui, mais on ne peut pas être dans plusieurs maisons à la maison. Enfin, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, je crois pas que les gens, même s'il y a des gens qui viennent certainement pour moi, mais si je devais n'avoir que de la clientèle qui vienne pour moi, il n'y aurait pas assez de monde de toute façon. Et ce serait malhonnête de dire ça. Je crois pas que les gens, même si ils sont contents certainement quand ils me voient et que je viens discuter et papoter, mais c'est pas ça qui fait qui va. Je vais pas dire le contraire. C'est pas moi qui est l'âme de Musette. Je suis sûre que si je devais le remettre soit mon fils ou à qui que ce soit. Il pourrait y avoir une continuité. Oui, il pourrait y avoir une continuité du moment que les gens restent dans l'esprit et que ce soit quelqu'un qui soit dans sur la même longueur d'onde et dans le même ADN que Musette. C'est pour ça que j'ai appelé Musette d'ailleurs, ça venait de bal Musette, donc les bals populaires qu'il y avait en France. Et c'est marrant, un de mes employés m'a posé la question il n'y a pas longtemps en disant mais ça veut dire quoi Musette? J'ai dû lui expliquer. Moi, ça me semblait assez. C'est intéressant ça, de se dire ça me semblait a priori logique. Et finalement, bal non, musette, pas tant en que ça. fait, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un bal musette. Ça date un peu, hein. Oui, ça date des années 30. Et c'est vrai que c'était des petites gargotes, des petites guinguettes qui avaient trouvé des. En fait, je crois que c'est vraiment né à Paris. En fait, quand la classe plus populaire avait envie de faire la fête, mais ne pouvait pas se payer des restaurants qui étaient dans le centre de Paris. Ils ont installé des gargotes le long de la Seine, en dehors de Paris, et les gens se retrouvaient là-bas pour aller manger. Alors où tu pouvais y manger, danser, aller baigner dans la Seine, et c'est très très populaire. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé cet endroit. Et par rapport à l'Oreca, de manière générale, qu'est-ce qui est important finalement pour toi dans l'Oreca? Ça veut dire quoi pour toi l'Oreca? Pour moi, oui. Pour moi, c'est vraiment... Bon, l'Oreca, c'est vrai que c'est plus large que simplement... L'Oreca, c'est pas que de la restauration, ça peut être des cafés dans des villages comme un hôtel 3 étoiles à Bruxelles. Donc c'est large. Mais en tout cas, dans la restauration, on va dire dans le côté café, bistrot, bar, je sais pas comment les définir parce que chacun a ses perceptions du bistrot ou du bar ou du café. C'est là où on met son identité dans son projet finalement. Ouais. Mais pour moi, c'est des lieux de rencontre. Alors, Marie et moi, on s'est rencontrés à une époque un peu difficile, qui était l'époque du Covid. Je ne sais pas si on peut... Bien sûr, on peut parler bien sûr. On a créé un collectif qui s'appelait... Qui s'appelle toujours, d'ailleurs, collectif Resto Bar, en effet. Ça serait bien de justement, peut-être, soit Marie, soit Caroline, en quoi consiste ce collectif qui a été fondé justement alors, selon... l'idée, c'était pas... on s'est rencontrés tous à un moment où on vivait On est nombreux dans le collectif, c'est pas deux personnes. Je ne saurais pas le dire comme ça, mais il y a un noyau dur une dizaine. Allez, on va dire un petit 10 personnes. Okay. Et puis tout autour, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de restaurateurs et de tenanciers, d'établissements. L'idée, c'était vraiment de représenter le petit RECA bruxellois. Ça, c'était vraiment l'idée de base. Donc, on n'était pas que deux. Donc, non, on était pluriel, et c'était ça, c'était la force du collectif.
C'est ça. C'était pas une tête qui représentait tout un secteur, mais c'était un groupement qui allait s'entraider et essayer de trouver des solutions à des problématiques qui étaient graves à ce moment-là. Ouais. Et qui défendaient les mêmes valeurs de l'Oreca. C'est ça. Parce que l'Oreca est à plusieurs vitesses. Et donc, là, on s'est retrouvés tous ensemble pour défendre ces valeurs communes. Mm-hmm. Donc, pour repréciser ces valeurs communes, c'est justement, je reviens à la question que tu me posais, c'est défendre, pour moi, c'est des lieux de rencontre où les gens peuvent... alors, je vais citer un bar qui s'appelle le Belga, que tout le monde connaît. Place Flaget, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Place Flaget, et qui pour moi est très emblématique de... Bonjour Paul. Bonjour Paul. De toute la problématique non, pas la problématique, justement des solutions que le RECA bruxellois peut apporter. Alors pour moi, des lieux de rencontre comme le Belga, qui est au croisement dans un des quartiers les plus... avec des identités tellement opposées. C'est hyper cosmopolite. Et il y a les étangs d'Ixelles à droite qui sont... je crois que c'est une des rues les plus chères de Belgique. Oui, donc, tout à fait, et il y a la rue Gré, juste à côté. Oui, la rue de la Brasserie. Oui, voilà, qui sont les rues les plus populaires. Et en fait, c'est des lieux où ces gens peuvent ont encore l'occasion de prendre un café dans le même endroit, sans qu'il y ait... et pouvoir discuter au bar, parce qu'ils ont payé un café 2,50 €, 3 €. Et le gars qui habite la rue Gré ou celui qui habite les étangs d'Ixelles ont encore la possibilité de se payer un café et discuter en lisant un journal et parler, je sais pas moi, de politique ou de faits de société. Comme ça arrivait, par exemple, très, très régulièrement au STAM, ou ça arrive encore chez Musette. C'est des lieux où les gens ont l'occasion de pouvoir fréquenter des lieux communs. Et je trouve que ça devient de plus en plus rare. Voilà, pour moi, c'est la vraie problématique que l'on rencontre maintenant. Mm-hmm. Merci en tout cas pour ce partage dans ce premier moment. On va revenir dans quelques minutes. On va parler un peu aussi du parcours plus chiffré avec Marie. On va parler personnel aussi, voir un peu comment on arrive à gérer au fil du temps avec les 3 établissements que tu as eus, comment le personnel tourne, comment le personnel évolue en 2013 quand tu as commencé dans l'Oreca et aujourd'hui en 2024. Est-ce qu'on est plus dans une montée ou plus dans une descente et alors du aussi, montage de projet, voilà comment on le clôture. Oui, c'est vraiment l'aspect technique du métier. C'est ça. D'accord. Merci en tout cas et puis restez avec nous. Oreca Talk, propulsé par Up for It. Bienvenue dans Oreca Talk, la deuxième partie. On va parler un peu plus chiffres, finances, montage de projet et alors RH également avec le personnel, comment on le gère aujourd'hui en 2024 avec notre invitée Caroline qui a eu plusieurs parcours, le STAM, le SO, chez Musette, Super Musette et peut-être d'autres projets pour les années à venir, en tout cas on l'espère. Cette partie-là, Marie la maîtrise plutôt bien, donc elle aime bien tout ce qui est chiffres, moi c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'aime le technique, j'aime les outils. On va aller dans les rouages d'un projet, un projet Oreca. C'est clair que c'est un métier et oui, c'est important de le dire, c'est un métier. C'est un métier. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en 2024, il y a beaucoup de gens qui disent bon, on va ouvrir une friterie, on va ouvrir un restaurant. C'est facile, hein, on sait faire à manger à la maison. Non, voilà, c'est... On voit d'ailleurs, il y a eu il y a quelques années cette tendance au j'arrête d'aller au bureau, je vais ouvrir mon bed and breakfast, pardon, je bafouille, mon Airbnb ou que sais-je, je vais ouvrir mon petit café, mon machin. Et c'est vrai qu'il y a eu un retour comme ça vers les consultants où ces gens étaient un petit peu dépités, perdus, paniqués parfois aussi. C'est important, je pense, de bien s'entourer. Alors, il ne faut pas, bien sûr, se dire, ça ne me correspond pas, je ne suis pas du métier, il ne faut pas y aller. Il faut juste être bien entouré, il faut être accompagné, et il faut monter son projet correctement. Ça me vient une question, tu as été entouré, toi, pour ton projet. Alors, au tout début, c'était le STAM. Oui. Est-ce que tu as été entouré parce que ton frère, du coup, qui t'a proposé ça, était du métier ou non, pas du tout. Mais
Mais je me suis bien plantée, hein, moi, au début. Je me suis bien plantée. Et Marie est arrivée. Non, pas du tout, en plus. Non, mais non. même pas. J'aurais pu. Hein. J'étais derrière, j'étais à côté. Non, t'étais au comptoir. Mais j'avais de la chance que... en fait, je suis arrivée dans un projet qui était déjà en place. Et mon frère s'était déjà entouré de gens hyper compétents. C'est important. Qui avaient du métier. Et pour quel type de fonction, de quel type de mission? Mais en fait, déjà pour toute la, parce que en fait, l'endroit qu'il a ouvert c'était un coin, un très beau coin avec une immense oreillette devant lui. Donc lui, il a flashé parce qu'il vivait juste en face. Il s'est dit ça, c'est l'endroit idéal. Mais c'était une ancienne boulangerie. Donc, il a mis en place le projet, mais il y avait plein de travaux à faire. Donc, il fallait créer vraiment l'endroit. Et de nouveau, il a eu de la chance, c'est qu'il y avait une attente dans le quartier pour ce type de projet. Et donc, ça a démarré tout de suite. Et je crois qu'il a été aussi victime très vite de son succès, parce que et du coup, ça l'a un peu dépassé. Puis, bon, il a le caractère qu'il a, mais il s'était bien entouré. Et donc, il avait un garçon qui s'appelle Mike, qui est super et qui travaillait au Hall Saint-Géry pendant des années. Donc, qui avait énormément d'expérience, qui l'a vraiment aidé à mettre tout en place. Donc, il faut créer des espaces dans les caves, il faut négocier avec les fournisseurs pour avoir des ristournes. Enfin, il y avait toutes ces problématiques-là auxquelles lui n'avait pas pensé. Donc, moi, je suis arrivée par après dans un projet qui avait déjà été monté. Oui, quelque chose de bien construit. Oui. Et donc, moi, j'ai pu apprendre sur le tas parce que je suis arrivée sur des bases qui étaient déjà solides. Et donc, j'ai appris sur le tas. Mais dans un bon environnement, finalement. Voilà. Et donc, après, quand j'ai ouvert, moi, mon propre établissement qui était à mon nom seul, parce que le STAM, après, j'ai repris le fonds de commerce avec un associé, et puis après, j'ai ouvert Musette seul. J'avais déjà ces bases et j'avais pu m'aguerrir au STAM. Voilà. Il y avait une base, et donc tu dis, voilà, il s'est fait entourer, accompagner par un professionnel. Mais toi, finalement, pour Musette, tu n'avais plus cet accompagnement-là. Comment est-ce que tu as fait pour t'assurer de ne rien manquer? Vu que tu devais gérer les deux, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu avais le STAM qui tournait encore à ce moment-là, et tu as été dans de la création d'un projet simultanément, en parallèle, pour un projet qui t'était propre. Mais comme le STAM fonctionnait bien, j'avais un gérant, donc j'y allais évidemment tous les jours. Enfin, j'étais pas seule, donc j'avais un associé qui était aussi là. Ton associé, lui, c'était son seul projet? On avait le seau. Non, lui, il avait le seau aussi. Donc, ouais. Donc, c'est multi-entrepreneur, c'est quelque chose de régulier dans l'ORECA de toute façon. Oui, mais il faut savoir le gérer. Oui, voilà, il faut savoir le gérer, ce qui n'est pas toujours facile, et on se brûle vite les ailes, quoi. On a vite l'impression, j'en ai ouvert un, donc ça va aller, on va ouvrir un deuxième, un troisième. Et moi, je conseille vraiment maintenant avec le recul et avec l'apprentissage que ça m'a apporté, c'est qu'il faut vraiment faire attention. C'est pas parce qu'on a ouvert un établissement qu'on peut en ouvrir plusieurs, et il faut vraiment, vraiment faire attention. Ok, mais si on peut aller un peu plus loin, de se faire vraiment attention, parce que l'attention, c'est peut-être un mot assez grand. Oui. Sur de ton expérience, sur quel élément on doit vraiment faire attention? Est-ce que c'est la partie personnelle? Est-ce que c'est la partie fournisseur? Est-ce que c'est plus la partie trésorerie financière, éventuellement? Organisationnelle? Voilà. Oui, mais je Marketing. crois que... Non, c'est surtout qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, qu'on est... C'est dommage d'ailleurs. Hein. Oui. Et que quand on est entrepreneur, on a vraiment... mais c'est cette tentation, quoi, de toujours vouloir aller de l'avant, de se dire « Ah, mais il y a un super projet là, ce serait tellement chouette de pouvoir le réaliser, on a envie de le faire. » Donc...
Alors, les conditions idéales, c'est d'abord avoir de la proximité physique d'un endroit à l'autre, le fait de pouvoir passer d'un endroit à l'autre. Oui, faire Liège-Namur, Ostende. Oui, voilà, c'est peut-être pas l'idéal, effectivement, surtout au départ. Ouais. Hein. Et puis alors, il n'y a rien à faire, on délaisse un endroit à un moment donné. On ne sait pas travailler sur 2-3 endroits sans en délaisser un, à moins d'avoir une équipe vraiment de confiance dans l'établissement qui est déjà sur les rails. Et comment est-ce que toi, concrètement, tu as fait alors ? Alors, moi, j'avais la chance d'avoir cet associé qui était encore présent sur les lieux, d'avoir une chouette équipe sur laquelle je pouvais compter. Et je ne dis pas que ça a été facile, ça a été compliqué. Il y a eu... je me suis fait aider par un consultant, une ASBL, Village Partenaire, qui est très soutenant, qui m'a aidé à la création de mon plan financier, parce qu'en fait, je voulais obtenir une aide qui s'appelle Open Soon. Tout à fait. Mais il faut créer un dossier, c'est un dossier qui est assez, complexe. C'est vrai que c'est un dossier très technique, très complet, hein, c'est complexe et c'est complet. Mais c'est ce qui m'a sauvée, moi. C'est pas évident à faire, mais en même temps, le fait de travailler, et ça c'est la consultante qui parle, hein, mais le fait de travailler son idée, son concept, peu importe le mot qu'on utilise, hein, de poser sur papier le projet complet et vraiment d'aller jusqu'au bout de cette pensée-là via des dossiers à rentrer pour des subventionnements, peu importe. Mais ça pose le cadre, en fait, ça met les choses dans l'ordre, ça donne de la perspective, de la hauteur, et ça permet de mieux finalement construire son projet de manière plus professionnelle. En fait. Ça professionnalise vraiment une démarche, une idée. Et moi je trouve que c'est toujours un excellent exercice. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs en devenir qui vont souvent vouloir aller un peu trop vite et ils se disent ok, je vais ouvrir un bar, et ils pensent avoir un bar en disant par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais je vais ouvrir un bar à jus et ça s'appellera X et je veux le mettre là. Et ça te vient d'où ? Qu'est-ce qui fait que, en fait... Et donc, souvent, on pense avoir son concept et il passe même pas par un simple business plan. Oui, ça arrive souvent. Il faut avoir effectivement une idée et l'énergie et la volonté de le faire, c'est indispensable. C'est l'étincelle qui va faire que le projet va naître. Ça va être la carburant, de toute façon. Hein. Mais après... il faut cadrer tout ça, parce que sans ça, on part dans tous les sens et c'est voué à l'échec de toute façon. Donc, il faut être très, très conscient de ce à quoi on va être confronté. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est que en ayant effectivement, mais pas que un plan de financement, mais justement une multitude de bien construit, qui va permettre de pouvoir se projeter dans ce projet et de pouvoir réaliser si c'est faisable ou pas déjà. Et puis après, il y a tout le facteur de chance, de travail aussi. De travail, d'investissement, parce qu'il faut renoncer à beaucoup de choses aussi. Hein. Puis ouvrir les yeux, je pense. Ouais. Je pense que, et je sais de toi que tu ne fermes pas les yeux sur les problématiques. Non. Tu es très attentive à ce qui se passe autour de toi. Et je pense que c'est aussi une excellente qualité lorsqu'on mène un projet, de se rendre compte et de ne pas se voiler la face finalement. Voilà, de découvrir les problématiques, de les accepter et de trouver des alternatives. Et je sais que tu as été face à des situations où tu as dû prendre des décisions, notamment pour le STAM, par exemple. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé par rapport au STAM et quel type de décision tu as dû prendre au final. Mais donc, le STAM roulait. Et puis, il y a eu notre horrible aventure du Covid, où là, je me suis retrouvée avec 2 établissements qui fonctionnaient. Et là, ça a été vraiment la stupéfaction. Parce que c'était un concept qui ne pouvait pas fonctionner pendant le Covid ? Non. On a essayé, mais non, c'est pas... Le coût du travail est trop important par rapport à... c'est une question de rentabilité. Et puis on était face à une situation qui était totalement inédite. Alors, il
y a des établissements qui s'en sont bien sortis, qui ont pu rebondir, mais il y a d'autres établissements où il fallait aussi prendre le temps de cette réflexion. Face à une situation inédite, il faut trouver des solutions qui n'existent même pas encore. Et donc, il y a quand même tout un cheminement de pensée, en plus du combat qui était mené d'un point de vue collectif. Oui. Puis, tu n'avais quand même pas qu'un seul établissement, donc il y avait quand même... C'est pas mal de choses. Oui, et puis il y a eu 2 faces. On oublie souvent que cette période du Covid, il y a eu d'abord une fermeture de 3 mois, mais où personne n'a ouvert. Même il n'y avait pas de takeaway à ce moment-là. Non, tout était fermé. On était en lockdown complet. Hein. Oui, on ne pouvait pas aller au bois de la Cambre en voiture. Donc les gens étaient chez eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était tous chez nous, que ce soit des avocats ou des... Il n'y a personne qui sortait. J'avais peur d'aller même au supermarché, aller chercher à manger. Quoi. Ouais, donc, à part les supermarchés, il n'y avait pas de truc à ce moment-là, même à emporter. Puis, il y a eu une réouverture pendant 3 mois, et puis refermeture pendant 7 mois. Oui. Donc, c'est déjà... Et du coup, pendant cette période-là, tu étais encore ouvert avec le STAM. Enfin, vous avez subi l'ouverture, la fermeture, la réouverture. Oui. Et, comment ça s'est passé, justement? Tu as été face à quelle situation et quelle prise de décision tu as dû envisager? Mais c'était très, très difficile. J'avoue, moi, j'étais complètement perdue. J'étais en burn-out à ce moment-là. J'étais... Tellement ça m'a assommée, moi. Ça me paraissait tellement insensé. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. De vivre un cauchemar, ouais, vraiment. Et j'étais persuadée que quand il y a eu ces annonces, le Premier ministre nous a dit « Personne ne sera laissé au bord de la route ». Et moi, j'ai pris cette phrase en me disant... Mais voilà, personne ne va... Mais c'est vrai que tu la sortais souvent dans les réunions, etc. Ah, moi, c'était... Je faisais confiance, quoi. Je me suis dit, si on nous demande de faire ça, c'est que personne ne sera laissé sur le bord de la route. Mais ne pas être laissé sur le bord de la route, pour moi, ça voulait dire qu'on ne va pas vous donner effectivement ce que vous auriez pu gagner. Bien sûr. Mais en tout cas, vous n'allez pas perdre de l'argent, on va payer vos charges, c'est-à-dire votre loyer, on vous donnera de quoi recommencer, recommencer, c'est tout. Donc, et du coup, d'où est né ce collectif et où je me suis battue effectivement pendant longtemps. Mais voilà, en dehors de ça, il y avait quand même des décisions à prendre. Mais j'étais incapable de les prendre, en fait. On ne sait pas prendre de décision quand on se retrouve dans un moment sans aucune... Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune date qui nous était donnée. Mais non, c'était au fil du temps. Hein, et donc, prendre des décisions, et je me retrouve, en fait, je vais le dire là maintenant, mais je me retrouve dans une situation hyper compliquée, dans le sens où, maintenant, j'ai la TVA. Donc, j'ai remis mon bilan pour le STAM. Puisque le STAM... expliquer ce que ça veut dire, remettre le bilan? Parce que les personnes c'est déclarer faillite. Voilà, c'est important de poser les mots, effectivement. J'ai déclaré la faillite pour le STAM et j'ai gardé chez Musette. OK. Alors, j'ai fait ça... En quelle année? 2021, 2022? Oui, juste après le Covid, je me suis rendu compte que pour le STAM, j'y arriverais pas, en fait. J'arriverais pas Dès qu'on est sorti du Covid, on a su que c'était la fin. Donc, on ne savait pas si on allait devoir refermer encore. Mais... C'est vrai. Ouais. Mais je me suis dit, au fond, là, je dois 8 mois de loyer. Et je payais 5 800 € de loyer. Et donc, en fait, je me suis très vite rendu compte que rien qu'en payant le loyer, j'étais morte. On ne parle pas de gaz, électricité, des fournisseurs, de la SABAM, de tous ces trucs-là qui ont continué. Toutes ces charges complémentaires, oui. Oui, toutes les charges fixes. Chez Musette, et je savais que j'allais pouvoir négocier mon loyer avec le propriétaire, puisque c'était un brasseur et que lui, il voulait absolument que je continue. Oui. C'était dans son intérêt, finalement, que tu continues, clairement. Donc, je me retrouvais dans 2 situations
difficile. Et en plus, grâce aux consultants de Village Partner et à ce dossier Open Soon, ils te demandent que tu aies une prévision de 6 mois de trésorerie pour pouvoir tenir le coup en cas de 3 petits points. Moi, au moment où on m'a demandé ça, à l'ouverture de chez Musette, où il n'y avait jamais eu de lockdown et tout ça, je m'étais dit, allez, avec quoi ils viennent, c'est n'importe quoi, cette histoire de 6 mois de trésorerie, qui a ça, qui, en plus de la garantie locative qu'il faut donner et tout ça. Et en fait, c'est ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais quand même prévu... 6 mois de plan B, quoi. Ouais. Il faut écouter ses consultants. Et justement, par rapport à cette partie financement, argent, le STAM est également chez Musette, c'est un investissement personnel, donc où c'est suivi par un organisme financier d'une banque pour lancer ton projet. Mais donc, c'est deux questions en même temps. Oui. Mais par rapport à chez Musette, c'est un... Moi, j'ai pas fait d'emprunt, c'était des apports personnels, sauf pour chez Musette. Suite à cette demande de 6 mois de trésorerie, là, j'avais fait une demande d'emprunt à une banque, à Fintro, une banque classique. Mais je l'ai pris à mon nom personnel. D'accord, en nom propre. Ouais, mais c'était un petit. C'était 30 000 €. C'était un financement que je paye toujours. En prêt personnel mais en prêt personnel. Ok. Donc, parce que je voulais peut-être aborder ce moment de peut-être aller challenger une banque pour un projet Horeca qui aujourd'hui, je pense, ça devient de plus compliqué, aller faire financer un projet Horeca par une banque. Ouais. Et donc, de ton côté, c'était vraiment 100% personnel à part la trésorerie de 6 mois. Ouais. Même chose pour le STAM. Oui, mais là, je n'avais pas d'investissement à faire puisque je reprenais un établissement qui fonctionnait déjà. Et je louais le fonds de commerce. Le fonds de commerce ne m'appartenait pas, en fait. Je louais un fonds de roulement. D'accord. Mais est-ce que dans cette période un peu difficile du STAM, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit d'aller secouer un peu les banques, éventuellement te donner un peu de respiration dans ce moment critique pour essayer de garder vie au projet? Parce que quand on est dans une situation de crise, on veut essayer de trouver la solution. Non, tu as préféré tourner la page? Oui, et puis de toute façon, j'arrivais à la fin de ma convention aussi avec pour le STAM, parce que j'avais une convention pour 5 ans de location-gestion. Il me restait 1 an. Et j'ai très vite compris qu'avec le Covid, comme tout était ralenti, et qu'on comptait beaucoup sur l'euro 2020. Je ne suis pas compétente, voilà, je ne saurais pas dire. Bon, bref, il y avait normalement une grande compétition qui allait se dérouler. C'était 2022, je pense, non? Quelque chose comme ça. Ouais, et ça a été annulé. Oui. Et donc, je savais que ça allait être trop compliqué en 1 an de pouvoir résorber cette dette et Donc, je me suis déclarée en faillite. Et là, maintenant, j'ai eu un gros retour de manivelle. Donc, Quand tu dis là, maintenant, ça veut dire aujourd'hui? Aujourd'hui. D'accord. Donc, cette faillite qui a été mise en œuvre il y a donc 2 ans maintenant, à peu près, aujourd'hui a des répercussions. Oui, encore. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, oui, je dépose faillite et puis voilà, c'est fait. Non. Explique-nous ce chemin. Donc voilà, ça c'est assez intéressant parce que moi j'étais pas du tout au courant de ça. Je pensais qu'en créant une société, ça allait me protéger moi personnellement des créances, tu vois, que tu peux avoir. Et en fait, la curatrice qui gérait le dossier n'a pas du tout soulevé quoi que ce soit. La faillite s'est très bien déroulée dans le sens où j'avais peu de créances. J'en avais beaucoup vis-à-vis du propriétaire du bâtiment auquel je devais 8 mois de loyer, mais je me suis arrangée directement avec lui. Donc ça, c'était un montant très important. Et j'avais 14 000 € à rembourser à la TVA. Et en fait, la curatrice a fermé le dossier en me disant, voilà, il n'y a pas de... Mais la TVA, c'est quand même retourné contre moi. En tant que personne physique. En tant que personne physique. Et comme mon associé est insolvable, c'est contre moi personnellement qui se retourne. Parce que
Et donc ça, c'est quand même très intéressant à savoir pour tous les entrepreneurs. C'est que malgré une faillite qui a été déclarée non frauduleuse, en tout cas, et non, il n'y a pas eu suite à un contexte très particulier qui était le Covid, a quand même la TVA a décidé de se retourner contre moi en me disant que je n'aurais pas sonné la sonnette d'alarme suffisamment tôt. Alors que nous étions en plein moratoire sur les faillites. Oui, c'est vrai ça aussi. Donc moi, je suis pas non plus, j'ai pas fait du droit. Je suis juste une entrepreneuse qui a ouvert un bar de quartier, donc j'ai pas fait de droit. Mais je savais effectivement qu'il fallait. Je connais la gestion, mais voilà, on nous demande de connaître la gestion de base. J'ai pas fait l'échec, j'ai pas fait Solvay. T'es pas comptable fiscaliste, ni du droit, mais donc, en fait, cette sonnette d'alarme doit être tirée même si il y a un moratoire sur les faillites, même si vous vous trouvez dans une situation qui ne vous permet pas de vous projeter dans le futur, et même si ça va à l'encontre, en fait, des valeurs d'un entrepreneur. Un entrepreneur, en fait, son ADN, c'est de croire en son projet. Oui, sinon, il n'y en aurait pas des entrepreneurs, de toute façon. Il n'y a rien à faire. La société se protège des entrepreneurs et casse, pour moi, casse votre idéologie et vos aspirations parce qu'elle sera toujours derrière vous. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un manque d'accompagnement à ce niveau-là ? Parce qu'on peut dire que voilà, c'est effectivement la société et l'État et peu importe. Mais est-ce que si tu avais peut-être un meilleur accompagnement justement sur cette partie de faillite où la curatrice elle a fait son travail mais qu'au final elle a fait son travail peut-être pas à 100% et que tu aurais été accompagné par quelqu'un à côté qui t'aurait dit fais quand même attention parce que à un moment donné... J'étais accompagnée puisque j'avais mon comptable qui a déposé la faillite et qui était pour lui tout était clair, net et précis. On a déposé le dossier auprès de la curatrice qui a trouvé ça tout. Donc c'est quand même un contexte particulier. D'ailleurs c'est pour ça que je suis en procès. J'ai préféré payer un avocat qui me coûte autant que la somme qu'il me réclame parce que je trouve pas ça juste. Okay. Mais le problème de la justice, on ne va pas dans ce qui est juste et pas juste, on va dans ce qui est légal ou pas légal. Quel que soit le contexte dans lequel c'est pas toujours évident à accepter. Et c'est pas évident à accepter. Le procès, j'ai pas encore la réponse, donc peut-être une autre fois, je vous donnerai les résultats. Oui, voilà, on fera le suivi. Je suis très curieuse des résultats, mais là, c'est des interprétations de la loi qui se discutent. Et donc, en fin de compte, il y avait le juge, il y avait 2 avocats, et le but, c'était de savoir quelle était l'interprétation pure de la loi. C'est tout. Et aujourd'hui, par rapport... Donc, le STAM, c'est le dossier fermé, forcément, même si il y a un suivi, on l'a bien compris. Donc, aujourd'hui, tu es à fond sur Musette. Et quelles sont les difficultés, les challenges dans lesquels tu dois mettre le plus d'énergie en tant qu'entrepreneur Horeca ? Alors, pour revenir à ce dont on discutait tout à l'heure, c'est vrai que ça paraît... Il y a beaucoup de gens qui disent je vais ouvrir un bar, un resto, un café. C'est facile. Ça a l'air super simple. C'est tellement chouette. Ou j'ai des diplômes, mais j'ai pas envie du tout de me lancer là-dedans. C'est beaucoup plus chouette d'ouvrir un truc dans ce genre-là. Ou j'ai pas réussi à obtenir un diplôme en particulier et je me lance dans cette aventure-là parce que c'est quand même sympa. Et c'est plutôt au niveau de la société, c'est plutôt valorisant de dire oui, moi j'ai un restaurant ou j'ai un bar qui en plus fonctionne. Mais on se rend pas compte aussi de toutes les compétences que ça demande. Et donc, ça demande énormément de compétences qui ne sont pas des compétences qui sont valorisées par un diplôme en particulier, mais ça demande des compétences. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un métier. Et c'est vrai que c'est un métier. Et soit on est fait pour ça, soit on n'est pas fait pour ça. Et tu penses à quel type de compétences qui ne seraient pas justement... elles ne pourraient pas avoir cette certification ? Mais justement, elles sont multiples.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des écoles d'hôtellerie, etc., mais qui sont nuls comme patron de restaurant ou de bar. Dans le management aussi. Oui, dans le management. Et donc, ou alors ils se sont trop spécialisés dans une compétence en particulier. Donc, et en fait, c'est ça. C'était multifonctionnel, avoir de multiples compétences et en pouvant comprendre les problématiques de chaque. Enjeux, peut-être. Oui. Pas avoir une expertise particulière dans chaque domaine, mais comprendre vraiment ce que ça implique dans chaque Et dans ce cadre-là, quel serait pour toi le meilleur non, mais oui, peut-être le plus difficile, et puis le meilleur conseil que tu pourrais donner à des entrepreneurs en devenir qui regardent l'émission aujourd'hui? RH. Pourquoi? À quel niveau? Parce que c'est hyper compliqué de gérer une équipe. C'est clair. C'est pas qu'une équipe. Le problème, c'est que c'est une famille, ça dépend dans quel type, évidemment, d'établissement on travaille. Parce que il y a des endroits où ils ont des procédures hyper bien. Et encore, même dans les endroits où il y a des super procédures, d'un point de vue people management, il y a des challenges énormes, de toute façon. Donc, voilà. Il y a des choses qui peuvent vous aider, oui, c'est mettre en place des procédures, mais c'est vraiment pas la panacée. Il faut pouvoir être très imaginatif et aussi très fort en empathie, parce que alors on vous perçoit à la fois comme un patron, donc vous êtes quand même celui ou celle qui est censé qui paye le salaire à la fin du mois. Oui, et puis qui est censé gagner beaucoup d'argent, alors que en Lamborghini, avec une belle villa dans le sud de la France, ou à Bali. Oui, voilà, alors c'était il y a quelques années, il y avait une vingtaine d'années, mais en tout cas c'est plus le cas maintenant. Celle qui est la moins bien payée, en tout cas chez moi, c'est moi. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Les entrepreneurs ne s'en rendent pas toujours compte, les travailleurs encore moins, mais c'est quelque chose que l'on voit quasi partout. Oui. Mais en même temps, j'ai une liberté. Et je paye. C'est un choix de vie. Voilà, c'est vraiment un choix de vie. Et il faut pouvoir. Je pense aussi. Moi, je l'adore, mais voilà, il faut l'accepter et il faut savoir. Moi, je sais m'adapter à ce que j'ai. Donc, j'ai vécu avec des moments où j'avais des salaires importants et qui m'ont permis d'acheter ma maison, par exemple, de faire des trucs, de partir en voyage. Avant l'Oreca. Avant l'Oreca, et puis quand j'étais employée, j'ai été employée pendant un moment par mon frère, et du coup j'avais un salaire, ce qui m'a permis de faire un emprunt à la banque, ce qui m'a permis de voilà. Et heureusement que j'ai eu ça, parce que cette maison que j'ai achetée m'a permis en fait de tenir jusqu'à maintenant. C'est ça. Mais c'est un bon investissement. C'était mon investissement, et c'est ce qui je m'étais dit, voilà, ma pension sera payée par cette maison. Donc maintenant je l'ai louée, je n'y vis plus. Et c'est pour ça que je dis que ça me permet de vivre, parce que maintenant elle est louée et c'est mon salaire, quoi. Tu vois, c'est un revenu. Mais je sais m'adapter à ce que j'ai. Donc si j'ai 500 € par mois, je vivrai avec 500. Si j'en ai 2000, je vivrai avec 2000. Tu vois, donc ça c'est ma force. Le fait d'avoir changé plusieurs fois de vie aussi. Voilà, avec les risques que c'est hyper important. Voilà, je savais que j'allais partir, je partais vraiment à l'aventure. Donc partir à l'aventure, c'est prendre des risques, c'est se dire je risque de tout perdre ou pas, et voilà, ça. Mais ça m'a donné une liberté de mouvement, de faire exactement ce dont j'avais envie, que ce soit hyper varié aussi. L'Oreca, c'est varié. Ouais. Et donc ça, c'est un choix de vie. Mais comme quand j'étais maquilleuse, les gens qui travaillent dans le cinéma, ils ne travaillent pas dans le cinéma pour gagner de l'argent. Ils y travaillent parce qu'ils sont passionnés par leur boulot. L'Oreca, c'est la même chose. Il faut être passionné. Et du coup, vous êtes prêt à beaucoup plus de sacrifices que dans un autre job. C'est la même chose. Et c'est ce qui fait tenir. Je pense que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut être adaptable, il faut être polyvalent et il faut être passionné finalement. Ouais. Et aussi pouvoir reconnaître ses erreurs, dire qu'on se plante, ne pas avoir peur d'être... moi, je suis très transparente. Avec ton équipe ? Ouais. C'est important. Ils savent...
savent tout en fait. Ils savent que tu as la maison à Bali, que... c'est ça, ouais. C'est bien, c'est important. J'espère qu'ils le sauront peut-être un jour. Mais bon, voilà, ils savent que c'est pas le cas pour le moment, que c'est difficile, et ils connaissent ma situation. Et je suis transparente. Voilà, et ils savent aussi que pour moi, c'est plus qu'un... Enfin, chez Musette, c'est eux, c'est l'équipe. C'est une famille. C'est une famille qui bouge. Il y en a qui partent, qui viennent. Mais les gens qui viennent travailler connaissent l'ADN de Musette et il faut qu'ils fitent avec. Et c'est pour ça que quand on parle de recrutement, c'est quand même très difficile, en Horeca par exemple, de dire bon ben voilà, je vais aller chez Actiris et je vais faire une annonce. Porte ouverte, tout le monde. Oui, mais c'est sûr que le recrutement en Horeca est quelque chose d'assez complexe. C'est très compliqué parce qu'il faut que la personne fitte aussi avec l'endroit, avec les valeurs, avec les collègues. Nous, on travaille évidemment en circuit court. On essaye d'être calqué à ce que moi je véhicule comme valeur. Tu vois, du coup. Oui, c'est vrai, je ne vais pas aller engager des gens qui ont travaillé qu'en hôtellerie parce qu'ils sont trop formatés dans ce secteur-là. C'est une problématique complexe et je pense qu'on fera une émission spéciale autour du recrutement en tout cas. Ouais. C'est sûr que c'est pas forcément évident de trouver son personnel et aussi de le garder. Ouais. Et on te rappellera pour en parler la prochaine fois. Volontiers. Ça sera passionnant. On prendra quelques personnes, je pense. J'ai une idée. On va parler. En tout cas, merci Caroline. Merci beaucoup. Plaisir. La dernière question qu'on pose souvent, j'en ai deux. Ouais, comment tu te vois, donc c'est pas chez Musette, mais c'est vraiment Caroline, comment tu te vois dans 5 ans dans ce monde de l'Horeca? Ah, mais moi j'aurais déjà dit au revoir, je suis vieille. J'ai 58. Donc voilà, moi je vais pas faire des vieux os encore dans l'Horeca. Parce que ça demande beaucoup de travail. Moi, je travaille, je suis dans la cuisine. Tu es partout. Physique. Tu es partout, de toute façon. Ouais, j'aimerais bien remettre, pas du tout à n'importe qui, parce que je ne suis pas du tout prête alors, ce sera soit à un de mes enfants. OK. Parce qu'il y en a un qui est plutôt motivé par le projet, ou alors à quelqu'un qui aura vraiment les mêmes valeurs. Un alignement, finalement. Oui, qu'on soit dans le même alignement. Donc, et puis, je pense aussi, je fais une petite... peut-être en faire une coopérative. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de chez Mazette, qui ressemble un peu à Musette. Mais ils en ont fait une coopérative et je trouve ça super chouette, quoi. C'est une autre façon de voir le business. Ouais. Merci en tout cas. La dernière question, qui n'est pas vraiment une question, à qui tu ferais la passe aujourd'hui, que tu voudrais qu'on invite et partager dans notre podcast son parcours d'entrepreneur ou entrepreneuse au niveau de l'Horeca, un nom comme ça qui te vient à l'esprit et qu'on pourrait inviter prochainement. J'en ai plein, mais... Un seul ou une seule. Ou une. Une. Allez, je vais citer un homme et je vais citer une femme. C'est encore mieux. Voilà. Aïlé Abébé. Mais il va venir, il va venir. Voilà. Qui a le Tout Cool, le Café Béguin. Ouais, et il vient d'ouvrir encore... il n'arrête jamais non plus. Ouais, il vient d'ouvrir un truc. Tout près de la place Flagey. Et donc... il y a Andréane qui a les super filles du tram. Chouette concept d'ailleurs. Ouais, il y a Valérie qui a le Tonton, un petit resto de pâtes qui se trouve en face de l'église. Ouais, en face du Parvis Saint-Pierre, qui est vraiment chouette. Et parce que ce serait vrai, c'est bien de mettre des femmes entrepreneuses. C'est important aujourd'hui. Parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Ouais.
Voilà. Oui, il y en a une devant vous. Vous deux, je pense que... Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup et que notre parcours n'est pas évident parce qu'on se sent souvent seul. Surtout que moi, je suis mère. J'ai 3 enfants, je suis célibataire. Il faut gérer la famille. Je prends ça de front aussi. Ça a été un parcours quand même difficile, quoi. Je ne vais pas dire que les hommes n'ont pas plus... Il y a des différences. Mais je trouve que souvent, les hommes, en tout cas en Oreca, ils sont vite associés avec des partenaires. Et il y a souvent plus facile d'avoir la confiance. Peut-être. C'est à voir, à creuser. Oui, à creuser. Un autre sujet. On va investiguer 2 sujets. Voilà. J'aurais dû prendre un petit carnet de notes, en fait. Je vais noter sur la table. En tout cas, merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé ton histoire, ton parcours avec nous. C'est super. Avec grand plaisir. C'est toujours de l'apprentissage de voir des difficultés. Et donc, un grand merci. Et nous, on se revoit très bientôt dans 15 jours à peu près. Oui, merci de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Oreca Talk, on est sur LinkedIn, Instagram. On a notre site internet orecatalk.be. Et ça nous permet aussi de discuter ensemble en message privé. Facebook aussi. Facebook, j'ai oublié Facebook. Bientôt TikTok. Voilà. On va être partout. Et on aura bientôt un journal papier. Non, je rigole. Chiche. Je te laisse écrire. N'hésitez pas à nous rejoindre et surtout à partager notre podcast. Et on se fait un plaisir de vous revoir très bientôt. Et je voudrais rajouter une petite chose. Vas-y, rajoute. Parce que quand même, je me rends compte que je ne l'ai pas assez dit, mais c'est quand même un merveilleux métier. J'adore ce métier. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés, mais il faut juste bien s'entourer. Est-ce que tu le referais ? Oui. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.